EDF ERDF, avec le nouveau compteur Linky, va modifier le courant électrique en y injectant sur sa porteuse 50 Hz un signal en fréquence intermédiaire radiative de type courant porteur en ligne, appelé CPL en kHz. Cette nouvelle fréquence spécifique injectée sur le réseau filaire électrique national pour le compteur Linky est réalisée sous un protocole appelé CPL G3, avec un signal en fréquence intermédiaire allant jusqu'à 395 kHz. C'est elle qui va de facto irradier tout le réseau de distribution du courant électrique basse tension de tout le territoire français. L'injection de cette fréquence intermédiaire en kHz se réalise sur les câbles de l'alimentation électrique dans tous les transformateurs de quartier par l'intermédiaire de coupleurs capacitifs afin de réaliser des boucles locales d'information bidirectionnelles. Ensuite, la transmission de données aux gestionnaires se réalise par des dizaines de milliers d'antennes relais de téléphonie mobile installées sur tous les transformateurs de quartier faisant office de concentrateurs. Le problème est que le réseau de distribution de l'électricité n'est pas adapté au transport de ces fréquences radiatives car il n'est pas blindé. En conséquence, la plus grande partie de l'énergie injectée est rayonnée. C'est une nouvelle pollution environnementale qui impacte tout le vivant. EDF ERDF, à ce jour, n'envisage pas d'option de protection sécuritaire pour la santé humaine. Ce qui aggrave la nocivité des rayonnements du CPL du Linky, c'est la notion de dose, puisque la durée d'exposition des personnes dans leurs appartements sera pérenne et de surcroît, en champ proche, la puissance radiative sera maximum. Cette nouvelle irradiation génère des effets engendrant un affaiblissement général de la population qui impacte surtout les plus faibles, dont les enfants, mais qui provoque aussi une surmortalité en abrégeant la vie des malades et des personnes âgées. Si pour les nouveaux compteurs d'eau ou de gaz équipés de modules de transmission en fréquence 864 MHz, il est facile de bloquer les rayonnements haute fréquence micro-ondes en enveloppant les compteurs dans un film d'aluminium, cette option n'est pas possible avec le Linky qui utilise le CPL. À environ 2,50 m, la valeur radiative dite du bruit de fond se stabilise. Plus nous approchons du compteur Linky et plus l'irradiation augmente pour atteindre son maximum contre le boîtier du Linky. Lorsque nous nous éloignons du compteur Linky, la valeur radiative diminue en densité de puissance en fonction du carré de la distance. Dans une première phase, les ingénieurs, les spécialistes et les responsables de Next Up Organisation, qui ont conscience de l'impact de cette nouvelle pollution environnementale d'EDF, se sont impliqués depuis plusieurs années dans les explications techniques et la sensibilisation de la population sur la nocivité du Linky. Dans une deuxième phase, Next Up Organisation va engager une série d'actions d'expertise et de procédures judiciaires contre les autorités sanitaires, la Commission de régulation de l'énergie et la société anonyme EDF. Parallèlement, les ingénieurs de l'organisation étudient un filtre à installer après le disjoncteur pour bloquer toutes les irradiations en kHz des fréquences du CPL du Linky. Pour mesurer l'irradiation du CPL du Linky, il est nécessaire d'utiliser un champ-mètre équipé spécifiquement d'une sonde isotropique couvrant les fréquences intermédiaires en kHz. Le reportage que vous allez voir a été réalisé de façon très simple avec une caméra type GoPro. Il montre et met en évidence l'irradiation du compteur Linky ainsi que l'irradiation d'une banale multiprise et enfin l'irradiation d'une lampe de chevet dans une chambre de parents avec un berceau pour bébé.
vous constaterez que l'irradiation du Linky se confond avec le bruit de fond de tous les autres compteurs Linky de l'immeuble à une distance d'environ 2,50 m, ce qui sous-entend que toutes les personnes qui se trouvent dans les appartements sont obligatoirement plus ou moins irradiées suivant leur position par rapport aux câbles électriques, prises et interrupteurs. Nous allons maintenant mettre en évidence et mesurer par rapport à l'éloignement les valeurs radiatives du CPL du Linky générées par les fils électriques d'une simple lampe de chevet, comme tout le monde en possède, dans sa chambre à coucher. En conclusion, encore une bataille à mener pour empêcher le soi-disant progrès de s'attaquer à la santé humaine. And now there's a new bill called the Smart Grid Advancement Act of 2013. This bill would grant the federal government unprecedented powers to forcibly deploy this smart microwave and surveillance program upon all states, regions, and everyone in the nation. What's going on here? This is a wireless device which is unproven scientifically, which all the evidence so far proves is dangerous or questionable, which should therefore be studied intensely before it's released to the public. Clever people called the technology smart to make it seem intimidating so no one would question it. Some smart ad man came up with that and got paid $300,000 to call it a smart meter so you would feel less knowledgeable, which they know we feel, and then you wouldn't question the smart people putting it in your house. So I call them not smart meters, dangerous meters. I started wondering, how are our future generations being affected by this unprecedented increase in electromagnetic radiation? I had a son that was going to school at San Diego State University, and he called me and he said, "Mom, I've got the worst headache." He says, "I'm projectile vomiting all over my apartment." And I said, "Get to the hospital." And the emergency room doctor at Sharps Memorial Hospital in San Diego called me, and he said, "Your son has bleeding in the brain." And I said, "We'll be there immediately." And my son had surgery that evening. When he got out, Dr. Tanawai told us that my son had brain cancer, and it was either the very worst or the second worst type of brain cancer you could have. It was nothing but chaos for 7 months. We moved him back home and had to pack everything that he owned in California and brought him home, and he only survived just shy of 7 months, and he died October 11th of 2008. August 7th of 2009, I typed in cancer clusters, and I saw SDSU, San Diego State University brain cancer cluster. And I read this article over and over, and I think it put me in shock, and I ended up on the floor for the rest of the day. But sorry. I realized they were talking about my son, so I immediately started contacting SDSU, the administration, and I felt myself just being bounced around. Nobody wanted to deal with me. So I got in my car and I drove out to San Diego for the whole month of October of 2009. And I went over onto the campus. In these articles, they talked about a cell tower. And I went over there, and there's this huge cell tower that's outside of this building, which towers above Nassatir Hall and room 131, where all these kids and people have come down with brain cancer.
My son, Rich Farver, died October 11th of 2008, and he was in Nassatir Hall, room 131. Professor Charles Cutter died June 19th, 2008, Nassatir Hall, room 131. Lou Terrell, diagnosed with primary lymphoma brain cancer in 2008. He was in the room right next to room 131. Dwight Anderson died in 2008, Nassatir Hall. Miss Laurel Amtower died August 29th of 2010. Richard Funston died, and he was also located in Nassatir Hall, room 131. I just think that this wireless stuff, we just need to get a handle on it and warn the public. But I just want parents to know, and I want kids to know that these are very dangerous. And these are on many, many college campuses. A reporter from the San Diego Tribune that I had contacted actually called me at home, and he said, this story will never get out in San Diego. And I said, why? And he said, because of money. After having interviewed more than 70 people from 4 countries, witnessing the profound emotion from those whose lives have been ruined, I felt myself wondering if I could ever really make a difference against corporations that are so powerful and so willing to put money before life itself. Philippe Faugeras, vous qui voyez cet univers-là depuis 1997, vous avez vu l'évolution aussi. Quand on voit ça, on parlait de ces acteurs, vous êtes des acteurs, mais évidemment il y en a d'autres. Il y a tous les opérateurs qui arrivent là-dedans. Il y a même les grands noms, hein, Apple, Google, enfin tout le monde s'en mêle. On se dit, c'est un petit peu, on a l'impression d'une jungle et on ne sait pas aussi. C'est pour ça qu'on attend une réalisation vraiment concrète, en disant que tout le monde y travaille. Il y a vraiment cet écosystème dont vous parlez. Alors il existe cet écosystème, mais pour rebondir sur cette partie normalisation, on voit encore beaucoup de solutions propriétaires. La normalisation démarre, alors, parce qu'on parle des niveaux physiques. C'est vrai que sur les radios, on va trouver des protocoles au niveau physique. Alors l'autre, c'est sur la partie courant porteur, comme dans Linky, mais au-dessus, il y a beaucoup de propriétaires. Et il y a aussi une problématique qui est aussi extrêmement importante, c'est tous les aspects sécurité. Tous ces objets communicants dans la nature communiquent, donnent des informations. Ça peut être même bidirectionnel. Imaginez, par exemple, sur votre compteur, si quelqu'un à distance peut arrêter votre compteur. Donc il y a aussi cette grosse problématique de la sécurité. Vous avez trois grands projets de télérelève. Vous avez le gaz, l'électricité, l'eau. Alors, juste si l'eau dont vous parliez tout à l'heure aussi, Pierre Cotte, parce que j'ai essayé de mieux comprendre aussi ce qu'il y a comme enjeu derrière. C'est un petit peu ce qu'expliquait Philippe. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des solutions, mais qui sont dans des vrais silos. Un compteur d'eau aujourd'hui ne parle pas avec un compteur de gaz, ne parle pas avec un compteur électrique. Et forcément, ça peut créer des problèmes, notamment sur une gestion plus globale de la ville. Et je dirais, je vais même élargir le débat. Aujourd'hui, on parle de l'Europe, on parle de la France, mais pour des sociétés comme nous, qui avons des implantations mondiales, il faut avoir aussi une pensée mondiale. Aujourd'hui, quand on développe des solutions, il faut qu'elles puissent s'adapter partout pour justement pouvoir réduire les coûts. Les vrais marchés matures vraiment français, et pour ça on est vraiment en avance, c'est la télérelève de compteurs, que ce soit dans l'eau, le gaz ou l'électricité. Mais c'est là aussi qu'on investit justement ces compteurs intelligents pour le moment le plus d'argent. Je crois qu'on est en Europe à 4 milliards d'euros. Enfin, on sent bien les enjeux derrière. Nous, typiquement Webdin, une grosse partie de notre business, c'est lié à ces projets-là, à ces services-là. Je pense qu'il y a un intérêt pour le consommateur d'utilisation, de coûts d'énergie et il faut que tous ces objets soient communicants. Depuis la machine à laver, au sèche-linge, avec sa box ADSL et son compteur. Et jeudi prochain, première édition du salon Smart Grid, Smart City à la Défense. Merci aussi à Gilles Béraud, président du comité 21, qu'on retrouvera bientôt. On marque une nouvelle pause dans cette émission. Pour répondre aux enjeux du XXIe siècle, les collectivités ont à leur disposition un plan d'action. C'est l'agenda 21 local. Il s'intéresse aux principaux aspects du développement durable, l'économie, le social et le culturel, et l'environnement. Mais avant d'aller plus loin, où et comment est né l'agenda 21 ? Il faut remonter en 1992 au premier sommet de la Terre de Rio.
Cette conférence a eu pour objet de dresser le bilan de la planète à la fin du XXe siècle, constater que c'était pas très brillant sur aucun des plans ni environnementaux ni sociaux. Et donc il y a un document final qui s'appelle Agenda 21, 21 comme 21e siècle. As Agenda 21, the United Nations plan to take control of the world from the local level up, grows across America under the guise of the Green Movement, our national sovereignty, our personal freedom, and our very way of life is under attack. For people who don't know what Agenda 21 is, it is the blueprint. It is the action plan to inventory and control all land, all water, all plants, all minerals, all construction, all animals, all means of production, all energy, all information, and all human beings in the world.